nous. Nous allons patienter une minute ou deux pour attendre nos collègues, après quoi nous démarrons avec ce webinaire. Merci. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci, Dr. Chamlin, nous vous entendons. Nous vous remercions de vous être rejoint à nous. Encore une fois, bonjour tout le monde et merci de prendre part à ce webinaire. Au nom de tous les organisateurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire important qui porte sur le renforcement de la surveillance sentinelle intégrée de la grippe et d'autres virus respiratoires, avec une attention particulière accordée aux données pour la préparation. Au panel, nous avons le gestionnaire de programme, le docteur Dick Chamla. Nous avons également le docteur Lionel Nizigama de l'EMS Afro, docteur Cédric Bationo du siège, ainsi que docteur Stefano Tempia du groupe de travail pour la santé mondiale. Je suis Linda Canzara et je suis basé à l'EMS Afro. Nous avons également d'autres personnes ressources des pays qui nous présenteront un aperçu des pays sur le sujet. Euh, Notez que l'OMS s'engage à organiser des événements au cours desquels chacun peut participer dans un environnement inclusif, respectueux et sûr. Et nous avons un service d'interprétation disponible en français, en anglais et en portugais. Euh, Pouvons-nous avoir les diapos, s'il vous plaît? Donc, nous avons un service d'interprétation disponible en anglais, en portugais et en français. Il y a une fonction question-réponse que vous pourrez utiliser pour poser des questions sur le sujet et les présentations, ainsi qu'une fonction chat pour vous présenter et poser des questions relatives à la technique ou à la logistique. Et sur ce, je vous invite à vous présenter, à vous renommer en utilisant donc la fonction renommer en indiquant votre nom, le programme que vous représentez et votre pays. Si vous souhaitez prendre la parole, utilisez la fonction lever la main et le modérateur vous invitera à intervenir. Notre session s'étendra sur 1 heure et demie et nous espérons qu'elle sera interactive pour tout le monde. Avant l'ouverture officielle de la session, les objectifs clés seront en fait de recueillir les données avec une attention accordée à la préparation. Il s'agira également de partager les meilleures pratiques, les enseignements tirés des pays disposant de systèmes de surveillance fonctionnels, présenter les principaux outils et plateformes de gestion des données et de notification mondiale, et de fournir un aperçu de la situation dans la région afro. Docteur Chamla, vous avez la parole. Oui, je m'excuserai car je dois voyager pour une autre mission et je suis en plein milieu d'une autre mission et réunion et je ne serai donc pas en mesure de rester tout au long de ce webinaire. Ceci dit, il me fallait en effet euh, prendre part à ce webinaire car je crois que la question du renforcement de la surveillance en matière de grippe et de problèmes respiratoires est important, et cela en collaboration avec différents acteurs.
Et il était important que nous puissions prendre part à ce webinaire et tout au moins à l'ouverture du webinaire pour tout d'abord remercier, féliciter les efforts qui sont en cours et féliciter nos États membres qui font partie du cadre PIB. Alors permettez-moi de vous présenter donc mon allocution d'ouverture. Bon après-midi, chers participants, distingués invités. J'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le renforcement de la surveillance sentinelle intégrée de la grippe et d'autres virus respiratoires. Et je souhaite tout d'abord exprimer mes remerciements sincères aux différents intervenants, ainsi qu'à l'équipe PIP Afro qui a organisé ce webinaire ô combien important. Alors, nous avons réalisé différents progrès sous différentes plateformes et cadres dans le cadre du cadre PIP. Et tout récemment, nous avons donc de nouveaux pays qui se sont joints au réseau G3, y compris le Lesotho et le Congo. Nous avons également vu un nombre croissant de pays qui ayant contribué au rapport d'évaluation de la surveillance intégrée, notamment l'Afrique du Sud, Madagascar, le Cameroun, la Guinée et le Nigeria, ce qui témoigne de leur engagement à offrir des données de qualité en temps voulu. Par ailleurs, nous avons d'autres travaux portant sur les estimations qui sont en cours. Et au niveau de l'AFRO, nous reconnaissons et apprécions sincèrement les efforts consentis dans ce cadre. Nous avons l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana qui continuent à échanger des à collaborer. Donc, et ce qui témoigne encore une fois de la collaboration au niveau de la région. Et nous réalisons bien entendu que la valeur de cet effort ne porte pas non seulement sur la collecte de données, mais sur l'utilisation de ces données. Cela pour nous permettre d'anticiper sur les tendances, de nous préparer aux épidémies et flambées locales. Et une surveillance de routine, une surveillance sentinelle, est un fondement d'une telle approche, et c'est à travers des données de qualité, de très haute qualité, que nous pourrons être en mesure d'estimer la charge de morbidité et de prendre des décisions idoines afin de protéger nos populations. Il subsiste des opportunités pour tous les pays d'y réprovier des données de surveillance, cela pour renforcer la préparation à l'échelon local et régional. Et il ne s'agit pas de savoir si il y aura une nouvelle épidémie, mais plutôt quand. Et à mesure que nous nous engageons dans cet échange aujourd'hui, nous, contribuerons leur expérience, cela pour renforcer la résilience et veiller à ce que l'Afrique puisse être préparée lors de la prochaine épidémie. Je suis impatient de prendre connaissance des résultats de ce webinaire afin que nous puissions également orienter davantage notre soutien dans la région. Alors, nous avons souvent discuté de la manière dont nous pourrions renforcer la conscientisation quant à cette problématique en Afrique. Et la perception actuelle est que la grippe ne constitue pas
un problème de santé publique qui requiert une attention particulière des politiques. Et c'est pour cela que j'en appelle à tout un chacun afin que nous puissions produire les données probantes qui permettront à nos politiques de reconnaître l'importance d'un investissement accru dans les programmes de surveillance euh, et de prise en charge de la grippe dans nos pays. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite de fructueuses délibérations au cours de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chamla. Nous vous remercions d'avoir donné l'élan et nous vous remercions également d'avoir fait mention du besoin d'utiliser les données pour orienter les politiques. Alors, en accord avec notre ordre du jour, nous aurons donc deux présentations qui seront faites euh, immédiatement après cela. La première par Dr. Cedric, qui nous fera une présentation sur le cadre euh, d'évaluation de la sévérité de la grippe pandémique et qui nous parlera également de la manière d'utiliser ces données pour orienter nos politiques. Docteur Battiano, vous avez la parole. Merci, Linda. J'espère que vous m'entendez. Bonjour tout le monde, et je vous remercie de prendre part à ce webinaire. Et donc, je vous ferai une présentation sur l'évaluation de la sévérité de la grippe pandémique, ou PISA. Il s'agit en fait d'un cadre de l'OMS qui permet au pays d'évaluer la sévérité de la grippe pandémique, non seulement pour la grippe saisonnière, mais également pour les pandémies. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, PISA a tout d'abord été développé en 2009, lorsqu'il a été évident que les pays avaient besoin d'un moyen beaucoup plus systématique euh, d'évaluer la gravité des pandémies de la grippe. Le guide de l'OMS a été publié pour la première fois en 2017 et une deuxième édition a été publiée en 2024 et qui fait état également des nouvelles meilleures pratiques. Et il vise à offrir au pays un outil standardisé qui peut être utilisé régulièrement pour ces évaluations, évaluations qui orienteront les décisions nationales, mais qui permettront également de renseigner la compréhension régionale et mondiale quant à ces pandémies. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, PISA vise à répondre à deux questions. Comment caractériser l'activité grippale actuelle et comment cette activité se compare aux épidémies et pandémies précédentes. Dès lors, en utilisant des données historiques pour calculer ces seuils, en les comparant à votre activité actuelle, l'évaluation PISA peut aider les pays à décrire, à interpréter, mais également à contextualiser l'activité épidémiologique actuelle et à visualiser la saisonnalité de la grippe et des maladies respiratoires afin d'améliorer la communication, d'orienter l'évaluation des risques au niveau national, régional et mondial, et de renseigner la préparation, la réponse et la reprise des services de santé, y compris l'allocation des ressources. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous parlerons ici de la terminologie de la PISA. Et nous dépendons, dans ce cadre, de trois éléments constitutifs. Nous avons tout d'abord les sources de données. Il s'agit en fait des sources de données telles que la surveillance sentinelle, la surveillance participative, les études et enquêtes, et j'en passe. Et nous avons ensuite les paramètres qui portent sur des données utilisées
tels que les cas de syndrome grippal ou les admissions pour syndrome respiratoire aigu sévère par semaine, ou encore la proportion de lits d'hôpitaux occupés pour la grippe, ainsi que la proportion d'admission pour la grippe dans les unités de soins intensifs. Cela pour dire que PISA se focalise sur quatre dimensions. Donc nous avons la transmissibilité, la gravité de la maladie, la mortalité, l'impact sur la capacité du système de santé. Et ensemble, ces différents éléments nous permettent de structurer et d'interpréter les données de manière standardisée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous parlons des quatre étapes de PISA qui suit un processus à quatre étapes. Il s'agit tout d'abord de sélectionner des paramètres provenant de systèmes de surveillance existants, cela pour orienter les indicateurs. Ensuite, l'utilisation des données historiques pour calculer les seuils, interpréter les données pour évaluer la gravité de la maladie et ensuite rendre compte et communiquer les résultats. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, nous parlons de sélection des indicateurs et des paramètres. Dès lors, les pays peuvent décider d'utiliser des indicateurs spécifiques ou encore des indicateurs syndromiques selon les systèmes qui sont établis. Et chaque indicateur peut être euh, renseigné par différents paramètres, tels que la transmissibilité qui peut être mesurée sur base du pourcentage des cas euh, avérés, ou encore la gravité de la maladie, de la grippe. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus de paramètres vous utiliserez, le plus solide sera votre évaluation. Il faut comprendre ici que la gravité de la maladie est toujours spécifique à la grippe, tandis que les autres indicateurs peuvent être basés sur les indicateurs spécifiques ou syndromiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant toujours des paramètres, ils doivent répondre à des critères bien donnés. Ils doivent être fiables et être disponibles en temps opportun, disponibles de manière hebdomadaire, et les dominateurs doivent être disponibles afin de calculer les proportions ou les taux. Et si vos données sont stratifiées par âge, cela peut également être très utile. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, donc, nous avons donc les indicateurs l'indicateur de transmissibilité qui nous permet d'évaluer le niveau de transmission à l'échelon communautaire sur base de cas présentant des symptômes légers. Et en principe, il s'agit du premier indicateur qui permet de détecter une augmentation de l'activité, et cela peut être utile afin d'évaluer le début de la saison, et cela en temps opportun. Alors, au sein de ce tableau, vous avez certains exemples de paramètres qui peuvent être utilisés pour l'évaluation de ces indicateurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons les indicateurs de morbidité et de mortalité qui évaluent le niveau de gravité de la maladie et de la mortalité. Et nous avons encore une fois des exemples de paramètres qui peuvent être utilisés pour évaluer ces indicateurs. Diapo suivante. Ici, nous avons l'impact sur l'indicateur de capacité des soins de santé. Cet indicateur mesurant la demande de soins de santé par rapport à la capacité. Et cet indicateur est influencé par les changements dans la capacité totale. À titre d'exemple, il peut s'agir de la capacité de pointe mobilisée. Et nous avons encore une fois des exemples de paramètres. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Ici, nous avons l'indicateur de gravité de la maladie et les paramètres y relatifs sont des ratios ou des proportions qui reflètent la fraction des cas ayant entraîné une maladie grave. Et étant donné l'écart entre l'hospitalisation, l'admission aux soins intensifs, nous utilisons des données cumulées depuis le début de l'épidémie. Et au fur et à mesure que ces données cumulées sont utilisées, la gravité de la maladie doit être signalée jusqu'à 2 fois par épidémie, soit au pic de l'épidémie ou à la fin de l'épidémie. En outre, si vous disposez d'une stratification par groupe d'âge, vous pouvez donc recourir à ces informations au risque et sur les comorbidités pour interpréter cet indicateur. Et nous avons encore une fois les exemples de paramètres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant de la fixation des seuils, nous avons ici la caractéristique principale de PISA, avec deux types de seuils d'intensité. Nous avons le seuil épidémique, qui est également appelé le seuil saisonnier de référence, qui signale une activité inhabituelle en dehors de la période prévue, mais qui peut également être signalé au cours de la période prévue. Ensuite, nous avons les seuils d'intensité qui permettent un classement des valeurs hebdomadaires pendant la saison, de faible à très élevé, en les comparant au niveau maximum sur la base de données historiques. Et pour ce faire, comme je l'ai indiqué plus tôt, il est important d'examiner les données de surveillance de la grippe, et cela sur plusieurs années, afin de mieux comprendre les schémas saisonniers typiques pour définir différents niveaux d'activité grippale. Et l'objectif ici est d'être capable de décrire de manière qualitative l'activité, et cela à l'aide de niveaux définis, pour mieux faciliter la communication par rapport à la grippe. Et ces seuils peuvent également orienter les décisions sur la base de ces données, et cela pour veiller à garantir la proportionnalité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, nous vous présentons un exemple qui vous permet de voir que en euh, replaçant l'activité dans son contexte historique, il est possible de procéder à une évaluation qualitative de l'activité actuelle. Et nous constatons par exemple que l'activité grippale a atteint un niveau élevé et plus sévère que d'habitude. Ou encore qu'au cours de la dernière semaine, l'activité est inférieure au niveau de référence, ce qui indique que nous sommes actuellement dans la phase post-épidémique. Il s'agit d'informations extrêmement importantes pour les décideurs. Alors, nous avons bon nombre de pays qui mettent en œuvre PISA dans leurs rapports nationaux, tels que l'Écosse, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, qui donc recourent à cette approche pour contextualiser l'activité. Et il faut comprendre ici que le PISA est supposé être souple pour permettre aux pays d'adapter leurs méthodes et de s'adapter également au système utilisé dans les pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant des rapports et la communication des résultats du PISA à l'OMS, les pays qui utilisent cet outil ne transmettent pas de données brutes à l'OMS. Ils transmettent tout simplement les scores hebdomadaires, des indicateurs et des informations contextuelles. Et
À partir de cela, l'OMS utilise ces données pour évaluer la gravité de la grippe à l'échelle mondiale et fournit de meilleures informations et ressources aux États membres. En retour, les pays bénéficient de ces résultats dans ce sens qu'ils peuvent ainsi visualiser les tendances dans les pays voisins et se préparer en conséquence. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ici, nous parlons d'exigences minimales en matière de données pour l'outil PISA. Et un point important qui a déjà été évoqué est que le PISA ne requiert pas de nouvelles collectes de données. Et le nombre minimum de paramètres de surveillance est d'avoir un paramètre de surveillance tel que les données du syndrome grippal ou des infections respiratoires aiguës sévères qui permettent en effet de saisir différents aspects de l'activité. Et il est recommandé de disposer d'au moins 3 ans de données historiques, étant donné que cela vous permet en effet de distinguer les variations et tout particulièrement en ce qui concerne les activités inhabituelles. Diapo suivante. Alors, les messages clés à retenir de cette présentation sont que l'outil PISA permet d'évaluer l'activité selon 4 indicateurs: la transmissibilité, la gravité de la maladie, la morbidité et mortalité, ainsi que l'impact sur les capacités des systèmes de santé. Il est nécessaire d'avoir au moins 3 ans de données historiques appropriées et PISA permet au pays d'obtenir une valeur ajoutée en euh, plaçant l'activité actuelle dans un contexte actuel. Ensuite, la communication des données PISA à l'OMS permet d'améliorer notre compréhension de l'activité grippale mondiale, ce qui est essentiel pour la préparation aux prochaines épidémies et pandémies. Autant pour moi. Merci beaucoup, docteur Cédric. Ce fut une présentation tout à fait intéressante et je rappelle aux participants de ne pas hésiter à euh, poser vos questions dans la fonction euh, questions-réponses et si vous avez des questions, des problèmes par rapport à la logistique ou à l'interprétation, n'hésitez pas à le placer dans la fonction Chat. Et à présent, nous allons porter notre attention sur l'estimation de la charge de mobilité de la grippe. Encore une fois, un aspect important de la surveillance sentinelle de la grippe. Docteur Stefano, vous avez la parole. Merci beaucoup, Linda, et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Stefano Tempio et je suis consultant au groupe de travail euh, sur la santé mondiale. Aujourd'hui, je vous parlerai du pourquoi l'estimation de la charge de morbidité de la grippe est importante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en principe, les maladies en rapport avec la saisonnalité nous permettent de dégager certains résultats qui portent sur différentes périodes et qui nous permettent également de avoir des publications par les pairs, bien que cela ne soit pas euh, l'objectif visé exclusif. Et c'est pour cela qu'il est mentionné ici que cela ne devrait pas être un exercice universitaire. Il s'agit également d'orienter les politiques en ce qui concerne les maladies grippales. Et je voudrais tout d'abord commencer par dire que euh, nous savons tous que la
Il s'agit ici d'une maladie évitable par la vaccination. Et bien que ces vaccins ne soient pas suffisamment utilisés en Afrique et partout dans le monde. Cette estimation peut inspirer donc des politiques axées sur des évidences. Il y a un continuum en termes de production de données probantes au service des politiques. Donc, en parlant de la base des politiques, il est important également de parler des différents niveaux. Euh, Premièrement, il est question de la production d'effets probantes. Donc, elles sont importantes pour prendre des décisions et on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on ne dispose pas de ces données. Deuxième aspect, il est important de comprendre également euh, l'aspect mise en œuvre, s'agissant donc de la production des évidences, des faits probants. Comme je l'ai déjà dit, il faut estimer la morbidité, ça veut dire l'incidence sur les populations dans un pays donné. Donc ces données sont très importantes, qui proviennent des sites sentinelles. Souvent, ces données sont limitées à quelques cliniques, hôpitaux, et dans la plupart des cas, tous les patients qui devraient faire partie de la surveillance ne sont pas pris en compte dans la surveillance. Donc, l'estimation de la charge de morbidité est donc très importante pour pouvoir euh, arriver à des données, notamment concernant la circulation. Donc, cela permet de comprendre le niveau de la maladie, l'incidence de la maladie, et vous pouvez procéder par étapes dans la production de ces évidences en estimant le nombre de cas et puis estimer également le coût lié à la maladie. Donc, ça veut dire le coût lié à la grippe dans le cas qui nous concerne. Euh, donc, les deux, à la fois la charge de la morbidité et le coût, permettront de mesurer l'impact des interventions, par exemple les campagnes de vaccination. Dans quelle mesure ces campagnes de vaccination vont prévenir la propagation de la maladie. Et vous pouvez également parler de l'impact des campagnes de vaccination et estimer le rapport coût-efficacité des campagnes de vaccination contre la grippe. Donc, il est également comprendre les barrières qui existent. Si une campagne de vaccination est proposée, il est important de comprendre quels seront les obstacles, notamment les connaissances en matière de vaccination au niveau de la population pour que la campagne de vaccination puisse réussir. Et cette diapo est tirée d'un schéma qui est disponible dans le plan stratégique de lutte contre la grippe publié par l'OACI et l'OMS, et qui résume donc, qui donne les éléments les plus importants concernant le programme de vaccination contre la grippe saisonnière.
qui pourront réduire la charge de la morbidité. Et puis, pour empêcher les hospitalisations, réduire les cas d'hospitalisation, à interrompre la transmission des pro- euh, et ces programmes permettent également de renforcer le système de santé. Cela peut se fait de différentes façons, l'amélioration des installations de la chaîne du froid, la formation du personnel, les réalisations des économies et puis une intégration de différents programmes dans une seule plateforme. Et le dernier avantage de ces programmes de vaccination, c'est qu'il permet de renforcer l'état, d'améliorer l'état de préparation. Donc, si vous pouvez faire la surveillance, assurer le suivi de l'impact de ces vaccins, cela permet de mieux vous préparer, de mieux mobiliser les connaissances et de mobiliser les mécanismes de riposte à des pandémies potentielles. On a assisté à cela pendant la pandémie de COVID. Les programmes de vaccination contre la grippe saisonnière ont permis de faire l'acquisition des médicaments et des vaccins et de mener des interventions de façon plus efficace. Ici, il s'agit de l'estimation de la charge de la maladie sous forme d'études. PISA qui a été présentée est une initiative qui se poursuit, qui permet ces études donc d'évaluation de la morbidité doivent se faire sur une période de 2 ou 3 ans et se répéter régulièrement. Et qu'est-ce que cette estimation de la charge de la morbidité? L'objectif de cette estimation est de savoir le nombre total de cas causés par la grippe dans un pays au cours d'une saison ou d'une année donnée. Et ça, c'est donc le schéma vous est présenté sur cette diapo qui montre que cette charge est présentée sous forme de pyramide. Au bas de la pyramide, vous avez des infections liées à la grippe qui ont donné lieu à des formes euh, modérées. Donc, plus on monte, plus le niveau de sévérité également augmente. Donc, au plus bas niveau, vous avez des formes modérées ou faibles de la maladie. Mais le nombre Mais si le nombre de cas est également est élevé, même s'il s'agit de formes modérées, cela va avoir une incidence sur les coûts, hein, parce qu'il y aura des traitements au niveau des cliniques et vont causer des dépenses directes. Et puis, au milieu, vous avez les cas d'hospitalisation, de forme sévère de la maladie qui exige l'hospitalisation. Ça, c'est au milieu du diagramme. Et peu de cas, mais un nombre assez important, donc peu de cas de ces infections donnent lieu au décès. C'est ce que vous avez euh, au sommet. Comme vous pouvez le voir, le nombre de cas peut être important et évolue des formes modérées aux formes sévères. Mais ce que
ce à quoi nous assistons dans nos pays, c'est l'importance des sites sentinelles qui ont été mis en œuvre au niveau de certaines cliniques, certains hôpitaux, et le nombre de d'échantillons positifs ne reflète pas la charge totale de la grippe dans le pays. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une bonne estimation? L'OMS propose un certain nombre de méthodologies et d'outils pour que les pays puissent améliorer les données sentinelles et arriver au schéma que vous voyez à l'écran. Et si vous regardez donc le niveau moyen de pyramide, vous voyez différents plans. Les points blancs, c'est les, et les autres points rouges, ce sont les sites sentinelles. Et ici, au niveau des hôpitaux, l'OMS a développé un manuel, a élaboré un manuel qui permet au pays d'estimer l'incidence et le nombre d'hospitalisations liées à la grippe. C'est la première étape qui est nécessaire pour pouvoir faire une estimation globale de la pyramide. Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça nous prendrait au moins 2 jours de formation sur cet outil. Et Afro hum, organise des formations au niveau régional pour montrer au pays comment calculer l'incidence et le nombre de cas, des cas de grippe au niveau des sites sentinelles. Donc, en résumé, je voudrais tout simplement dire nous avons deux manuels, un manuel qui permet au pays de faire ce travail. Je vous rappelle que vous avez moins d'une minute. Essayez d'avancer plus rapidement, dit la modératrice. Prochaine étape, c'est de faire une extraporation de l'incidence obtenue au niveau des sites sentinelles et faire une extraporation au niveau national. Donc, on a le nombre de cas sévères qui se présentent dans le pays en commençant par les sites sentinelles. Et l'OMS a développé, a élaboré donc un chapitre dans ce manuel qui est réservé à cela. Donc, vous avez le nombre de cas d'hospitalisation. Une fois que vous avez ce chiffre, vous pouvez comprendre la charge des formes modérées et des formes sévères de la maladie. Et cela peut se faire, ce document a été élaboré en collaboration avec le journal de la santé, JHU, pour, qui ont élaboré donc cette pyramide et elle donne une image plus claire de la situation de la grippe dans un pays donné. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Stéphano. Je vais dans les commentaires qu'il y a beaucoup de questions intéressantes et commentaires concernant ces deux présentations que vous venez de faire avec Cédric. Compte tenu des contraintes de temps, n'allons nous n'allons pas faire notre sondage à ce stade. Gardez les questions et commentaires
Et maintenant, je voudrais inviter l'Afrique du Sud à faire une présentation de son expérience concernant l'utilisation de PISA et des données BOD, notamment comment l'Afrique du Sud a pu obtenir les données pour améliorer la préparation, l'état de préparation et de réponse. Merci beaucoup, Linda, pour la présentation. Merci, chers collègues, de cette occasion, de cette opportunité. Et là, vous avez un résumé de notre surveillance en Afrique du Sud, aperçu des programmes de surveillance, notamment pour ce qui concerne PIDA et BOD. Nous avons trois programmes importants. Il s'agit notamment de la surveillance dans le secteur privé et public. Est-ce que vous m'entendez demande la présentatrice? Oui, 5 sur 5. Le premier programme, donc, ce qui est une veille virale qui concerne notamment les praticiens privés, les structures privées. Ce programme évalue l'efficacité des vaccins et également faire le suivi tout au long de la saison. Il est financé par le Département national de la santé et deux autres programmes sont gérés par le secteur public, notamment les syndromes grippaux au niveau des cliniques, ainsi que la surveillance de la pneumonie au niveau des hôpitaux également. Ces deux plateformes sont utilisées pour faire la surveillance et permettre d'évaluer les facteurs de risque d'infection et nous pouvons tirer parti de ces plateformes pour évaluer également la charge de morbidité. Nous utilisons FluNet et FluID et PISA et nous uploadons nos données chaque semaine, jeudi matin ou vendredi matin. Et cela fait partie de notre flux de travail et c'est devenu une routine hebdomadaire. Et nous soumettons les données pour toute l'année jusqu'à la semaine précédente. Ici, vous avez une représentation graphique de cette statut de soumission de rapport. Outils, utilisation de données et outils, on ne fait pas la surveillance juste pour le faire, c'est pour inspirer les politiques et la prise de décision. Donc, dans nos rapports hebdomadaires, nous incluons les diagrammes PISA, nous faisons le timing de saison, de sévérité. Et là, à droite, vous avez des extraits des rapports hebdomadaires. Et puis, on analyse. Et puis, il y a un graphique sur la transmission de la part des structures privées, des cliniques publiques. Et en bas, vous avez le taux de mortalité et de morbidité pour la pneumonie. Dans ces exemples, vous avez une ligne qui montre la situation actuelle et puis la ligne pointillée et l'année représente l'année précédente. Et cela nous permet d'évaluer la sévérité de la saison. En Afrique du Sud, nous utilisons les données de 2022 à 2024 pour veiller qu'on n'inclut pas la période de la pandémie qui pourrait introduire un biais. Vous avez également le taux de mortalité infantile de moins de 5 ans qui meurt de pneumonie. Récemment, nous avons commencé à inclure également, donc ici, on n'utilise pas on utilise la méthode d'écart type moyen pour estimer le niveau de circulation, comme vous le voyez sur le diagramme. Donc, ce qu'il faut tenir ici, c'est que nous utilisons ces informations pour estimer le timing de la saison et la sévérité de la maladie.
Et cela nous permet également de mieux communiquer avec les populations, avec les médias et également élaborer des messages relatifs plutôt aux campagnes de vaccination. Nous publions les estimations de la morbidité en utilisant les données de surveillance sur la grippe et sur la coqueluche ainsi que sur la VRS. Et puis, nous avons d'autres ressources que nous utilisons également pour les introduire dans la pyramide qui vient d'être présentée par Stefano. Ce sont donc des informations également que nous utilisons pour inspirer les politiques et l'élaboration des lignes directrices euh, euh, grippe, VRS. Et pour ce qui concerne la coqueluche, ces données sont utilisées pour faire un plaidoyer en faveur de la vaccination maternelle et cela a été inclus depuis 2024. Et puis, nous avons les vaccins de rappel pour les enfants de 6 ans et de 12 ans. Nous sommes en train également de faire des estimations des estimations sur la grippe et pandémie, plutôt la situation post-pandémique de la grippe, de la VRS et de COVID. Pour ce qui est des réalisations, donc nous avons pu mettre en place un système éprouvé, robuste et évolutif. Nous faisons des suivis de COVID et des pandémies futures et nous pouvons facilement documenter la circulation de ces virus et nous pouvons également, nous avons également pu caractériser les virus. Nous, dans le nouveau laboratoire, nous incluons des nouveaux pathogènes et également la surveillance produit des données au service de la préparation. Nous préparons donc des résumés hebdomadaires que nous partageons avec les décideurs chaque semaine. Et également, nous utilisons ces données pour collecter pour plutôt attirer les investissements. Et nous travaillons sur l'efficacité des vaccins. Nous faisons l'isolement des virus et le partage des spécimens. Nous évaluons les risques, les facteurs de risque et la charge. Et ces outils nous permettent donc d'avoir la situation presque en temps réel et de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et les partager également avec les autres acteurs. Nous avons mis en place euh, des processus R automatisés pour les vérifications des données et cela nous permet de collecter les données de façon automatisée et cela nous permet d'envoyer nos données à Flunet et FluidID de façon régulière et cela nous permettra donc de continuer à soumettre nos rapports de façon euh, régulière. Merci beaucoup pour cette présentation importante. Il est important de voir que les données de surveillance sont mises au service de la préparation et que vous penchez sur différents virus. Est-ce que vous pouvez partager des exemples où ces données ont influencé euh, certaines politiques? Par exemple, pour ce qui est de la coqueluche, qui a été ajouté dans notre surveillance. Nos estimations nous ont permis de changer les programmes PEV pour les enfants
et également à pouvoir ajouter les doses de vaccination. Nous utilisons donc ces données pour examiner les facteurs de risque pour la grippe et d'autres virus et permet également d'arrêter les priorités en matière de vaccination parce que seulement 40% de la population euh, rentre dans la catégorie des personnes à vacciner selon les lignes directrices de l'OMS. Donc, ces données nous permettent également d'arrêter les priorités compte tenu du nombre limité des doses à notre disposition. En attendant notre And again, thank you for giving me the floor. So my name is Nassim Ayed from the Laboratory of Modeling and Biostatistics from the Pasteur Institute of Algeria. And today we're gonna show you our small or modest experience in influenza and other respiratory virus surveillance. So we jump to a slide. So in Algeria, sentinel surveillance for influenza was established from 2007. Currently, we have 10 sentinel sites with 6 actively reporting this year. Our surveillance covers ELE, SARI, COVID-19, and other respiratory viruses. So we are reporting to FluNet and FluID every week. Completeness rate for the last 12 months was 100% to FluNet and 60% to FluID. Timeliness rate for the last 12 months was 90% to FluNet and 10% to FluID, averaging mainly 3 days of delay. So we can see in the graphic of submission trends that report submission was consistently high between November and April and decreasing from May. This diagram shows how our influenza surveillance system works. Sentinel physicians send weekly reports and samples to site coordinator who forward biological samples to the National Influenza Reference Laboratory for PCR testing and report to Laboratory of Modeling and Biostatistics for statistical analysis. So virological results are then transmitted to the modeling and biostatistics laboratory where weekly analyses are produced. Those analyses are shared with public health decision makers in Algeria and uploaded to international platforms like FluID and FluNet for global data sharing. We are here the updated bar plot of weekly influenza detection by subtype and positivity rate in Algeria. Up to now, we are in week 33. We have, for example, also weekly trend in positivity rates by respiratory viruses. We have influenza viruses, SARS-CoV-2, and other respiratory viruses. So we can see the trends in the curves updated up to now. Uh, at least we have some achievements and best practices. We have regular weekly reporting, standardized electronic tools improve data for improving data quality. We have weekly analysis shared with decision makers, data uploaded to WHO FluID FluNet. And as achievements, we have peak alerting system established, improved timeliness of reporting, better coordination between clinician and laboratories. But we have some lacks. For example, limited coverage, only part of wilayas or provinces participate, only one laboratory analyzing samples. And we propose to expand for the next year participation to more provinces and strengthen diagnostic capacity with adenovirus laboratory. I think that's it, and thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Nassim. I think this is a very good practice of linking AP and virological data from point of collection to reporting. Are there any questions from the assistants? I've noticed there was a question to Jackie. Is Jackie still around? If you could maybe
Oh no, I think the question is no longer. Was it answered? I just answered. I replied Okay. on the chat. Okay. For the benefit of all the participants, could you just take the floor? Oh, of course. So the Viral Watch program that I mentioned is in private practitioners. So we onboard private general practitioners who then we send kits to. So it's completely free of charge to them and their patients. When the patient have influenza-like symptoms, so cough and fever, they do a swab for us and then send that swab to us. That swab comes to us either through help with the private labs or through our national service. So we work very closely with our private labs and the GPs to be able to do this. And then we can test it at NICD. So we have a short CIF to also get vaccine history and underlying conditions. And then that actually helps us to calculate the vaccine effectiveness. Over. Thank you. Dr. Nassim, could you please elaborate more on how your country was able to integrate AP and virological data from collection to reporting? Informations, comment vous avez I think I intégré can les share the données slide, EPI et les données de a surveillance. diagram how we J'ai work in partagé Nigeria. un diagramme We de have comment nous fonctionnons en Algérie. Nous, we have sentinel centers nous for avons des six sites active this year, sentinelles, dont 6 and actifs they share data, cette année. the Ils important partagent data, les and données also they et transmit the samples for transmettent les biological échantillons analysis, pour analyse biologique. and Okay. Yes, go ahead. Allez-y, s'il vous plaît. hello, Yes, go are ahead. you hearing? Oui, vous pouvez Yeah, poursuivre, docteur. and we have Sentinel. We have the we have Nous biological sample analyzed in the National Influenza Nous Reference avons Laboratory les échantillons biologiques qui sont PCR donc testing, analysés en laboratoire and à travers des tests the PCR results are transmitted to laboratory of et les modeling and rapports sont, statistical analysis. sont So transmis pour every une week analyse statistique. we did Et chaque statistical semaine, analysis nous and procédons à une analyse temperature statistique and bar plots, ainsi and qu'à also une mise à the jour des results courbes, we send to des the tendances et des policy résultats makers in que nous Washington transmettons aux or décideurs politiques, and with notamment au CDC ministère de la Pasteur in Santé, Algeria, and we ainsi share also qu'à l'Institut with Pasteur FluNet and en Algérie. FluID platforms. Et nous saisissons ces différents résultats Thank you. à travers Thank you ces very différents much. outils. Et cela Before we chaque proceed semaine. with Merci the beaucoup. presentation Avant of Sanga, d'avancer avec la could toute dernière présentation, puis-je Sanga inviter pull out the Sanga poll, please? à nous présenter le sondage. Over to you, Sanga. À vous, Sanga. A link has been shared in the chat Alors, box. un lien vient d'être partagé sur la boîte de conversation, sur le chat, et nous invitons les participants à cliquer sur le lien ou à scanner le code QR à l'écran. Après avoir fait cela, vous aurez alors accès aux questions qui vous sont posées et d'y répondre selon le contexte de votre pays. Okay, some responses have started to come in. Can we all just Alors, je vois que certaines réponses follow the link or scan the QR code and sont respond to the question déjà that is asking transmises. Puis-je inviter tous les participants à participer au sondage avec la première question qui est la suivante. Quels dénominateurs sont régulièrement disponibles sur vos sites Sentinelle?
et vous avez différentes options qui vous sont présentées. Okay, thank you for those responses. Can we have the second question, please, Sangha? Nous vous remercions pour ces réponses. Pourrions-nous avoir la deuxième question, s'il vous plaît? Qui est la suivante. Lesquels des outils suivants avez-vous appliqués au cours des 12 derniers mois? Et vous avez les options qui vous sont présentées. Merci beaucoup pour ces réponses. Pourrions-nous avoir la troisième question à l'écran avant de passer à la prochaine présentation, s'il vous plaît? Bien, merci beaucoup pour ces réponses que vous avez partagées et qui nous permettent de placer dans leur contexte certains des défis, mais également des forces euh, qui, auxquelles sont confrontés les pays. Alors, nous avons deux autres aperçus de pays, à commencer par la Zambie et ensuite le Nigeria. Mais je crois que la Zambie prendra la parole en premier. Et je voudrais informer les intervenants que nos exposés ne devraient pas dépasser 5 minutes. La Zambie, vous avez la parole. Docteur Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez.
Je vous ferai une présentation à partir du Centre national de surveillance de la grippe en Zambie. Diapo suivante. Ici, nous avons un aperçu du système de surveillance Sentinelle en Zambie, créé autour de 2008, avec comme population cible la population qui comprend tous les âges et qui se présente, donc la population qui se présente à différentes structures de santé, avec comme définition de cas tels que les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës sévères, mais également de syndrome grippal, ainsi que des personnes sous enquête pour exposition au syndrome grippal et aux euh, infections respiratoires aiguës. Il est évident que pour les cas graves et pour les cas de SARI, nous procédons à un échantillonnage, autant pour moi. Et cela par voie d'écouvillon avec une moyenne de 500 euh, par an et par site. Diapo suivante. Ici, nous avons en fait les lieux des sites sentinelles qui comprennent également des destinations touristiques, les frontières. Et ces sites sentinelles comportent deux types de surveillance, la surveillance SARI et la surveillance ILI. La surveillance ILI se focalisant essentiellement en milieu urbain et tout particulièrement dans les cliniques où la grande majorité des populations vit. Diapo suivante. Ici, nous avons le statut des déclarations en utilisant donc FluNet et FluID. Et il s'agit, en d'autres termes, des différentes informations que nous saisissons au sein de ces différents outils. Ici, nous avons le tableau de bord obtenu de la FluNet avec les nombres d'échantillons et les données relatives que nous avons donc téléchargées. Et vous avez les données syndromiques de SARI par hôpital, par hospitalisation, par visite à l'hôpital. Diapo suivante. Ici, nous avons l'architecture de surveillance avec ce qui est disponible au niveau du Centre national de surveillance. Et s'agissant de l'infrastructure, nous avons différents serveurs informatiques, différents serveurs, appareils portables. Mais nous avons également des serveurs externes, ainsi une technologie ScanForm qui nous est utile là où nous procédons à une surveillance. Alors, s'agissant de la connectivité, nous recourons à un réseau local, les services WAN pour l'application DHIS2, qui a également été récemment introduite. Et cela est fait pour certains sites en parallèle avec un système papier. Et ensuite, nous avons la capacité du laboratoire avec 4 machines RT-PCR, un extracteur automatique et un outil de séquençage dynamique. Et puis, nous avons également les ressources avec les ressources humaines, diapo suivante. Et nous vous présentons ici l'architecture de surveillance et tout particulièrement le système de flux de données de surveillance en Zambie, à commencer par la collecte au niveau des hôpitaux et les visites qui produisent des différentes données.
Ensuite, nous avons les données CIF. Et toutes ces données sont transportées et gardées dans un système de surveillance et s'agissant de l'utilisation des tablettes au niveau des sites Sentinel, ces outils permettent de faire un scan du CIF et ces données sont transmises au serveur central, ce qui permet un toilettage des données, tandis que les données principales sont gardées dans la base de données principale. Et le tableau de bord permet la production de rapports, la visualisation de différents indicateurs et cela nous permet également de constater différentes incohérences. Et nous utilisons ces données pour procéder à des analyses et pour la présentation de rapports qui sont partagés avec nos partenaires. Ici, donc, il s'agit de nos réalisations et meilleures pratiques. Ce que j'ai inclus, c'est que dans le cadre de nos réalisations, donc, il y a eu l'inclusion des responsables des données au niveau des hôpitaux, un système qui fonctionne bien au niveau des hôpitaux et des cliniques, même s'il y a encore quelques écarts au niveau des données. Nous avons également adopté des processus de nettoyage de données automatisés dans le logiciel R qui fonctionne bien pour le moment pour la surveillance SG et SARI, et puis l'automatisation du code R pour la vérification de la qualité des données et pouvoir déceler les écarts et les erreurs au niveau des données et pouvoir donner un feedback au site Sentinel pour amélioration de la situation. La plateforme AirSpeedMart est une plateforme conviviale qui permet un partage de données facile. Voilà, c'est ma dernière diapo. Merci de votre aimable attention. Merci à notre collègue de la Zambie pour cette présentation claire et merci d'avoir partagé les meilleures euh, pratiques d'intégrer les données EPI et les données de surveillance. Notre collègue du Nigeria, également, vous avez la parole. Nous nous excusons auprès des participants et des interprètes parce que nous allons probablement dépasser les délais, accuser un retard de 10 à 15 minutes. Merci. Le Nigeria, la parole est à vous. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, répond le modérateur. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr. Zoltadon Philippe. Je travaille à l'OMS Nigeria comme coordinateur et point focal pour la préparation. Je vais présenter donc la situation du Nigeria au nom du bureau pays. Merci beaucoup donc aux organisateurs. Vous voyez la carte du Nigeria qui montre les différents sites sentinelles au niveau du Nigeria. Nous avons 10 sites au Nigeria qui sont répartis dans différentes zones géopolitiques. Au nord-est, à Maiduguri, nord-ouest à Kano, et puis à Abuja, dans Asokoro,
et d'autres hôpitaux, y compris Mogadiscio Barak. En sud-est, nous avons l'hôpital de Lagos et sud-sud, nous avons un à Akwa Ibom dans l'hôpital général. Au sud-est, Nambi à Zikiwe Hospital. La population du Nigeria est estimée à 235,5 millions d'habitants. Les sites sentinelles sont dans les différentes zones, comme je viens de l'indiquer. Et les sites, donc, nous en avons 10. La surveillance sentinelle au Nigeria a commencé en 2011 et les types que nous couvrons sont les syndromes grippaux, SARI, VRS, COVID-19, HMPV et d'autres virus. S'agissant de données biologiques, virologiques, en 2025, jusqu'à la 32e semaine, nous avons 252 cas sur 279 cas négatifs et nous avons pu isoler 100 cas de grippe. Selon les investigations menées, nous avons pu également détecter 40 49 cas de SARS-CoV-2. Ce qui est, euh, nous avons des problèmes de notification des données. Le OMS a fait un suivi avec le point focal au niveau du ministère de la Santé et le Centre de lutte contre la maladie pour que les rapports soient envoyés à temps. Et sur cette diapo, vous avez certaines activités que nous avons menées, comme la supervision au niveau des sites sentinelles. L'objectif de cette initiative est de mieux gérer les sites pour veiller à ce que les collègues font la recherche des cas et les signalent. Nous sommes en contact avec ces collègues euh, et bien sûr, les collègues au niveau national ne sont pas toujours disponibles. J'ai des problèmes techniques, des soucis techniques. Est-ce que vous voyez ma diapo, dit le communicateur? Oui, nous pouvons voir les réalisations. Diapo 4. Nous avons donc le nombre de cas à signaler depuis 2018 jusqu'à 2025. Entre ces années, en 2025, le nombre total est de 2252, plus que toutes les autres années. Pour SARI, nous avons signalé 342 cas. C'est une indication qu'il y a une amélioration dans notre détection des cas et notre soumission de rapports aux données aux plateformes. Nous avons également organisé des séances de renforcement de capacité au niveau des laboratoires. Nous en avons organisé 10, comme vous le voyez sur les photos, pour que les échantillons fassent l'objet d'investigations efficaces. Ces sessions ont été soutenues par l'OMS et ses collègues attendent d'autres opportunités pour renforcer leurs connaissances. Alors, pour ce qui est des réalisations, euh, plaidoyer et engagement des parties prenantes, nous avons travaillé avec les différentes parties prenantes au niveau des sites.
sur les 10 sites. Donc, nous avons mené des initiatives de plaidoyer. L'objectif est de les sensibiliser à l'importance de soumettre les rapports à temps, parce que souvent il y a des défis et nous essayons de leur envoyer des rappels hebdomadaires pour pouvoir partager ces rapports, aussi bien les données et puis les données biologiques. Et, et ces échantillons sont envoyés au laboratoire national et pour investigation et les résultats sont partagés avec les sites Sentinelle et les différentes euh, 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 structures. Pour ce qui est de la formation, nous avons formé 10 membres, 100 membres des sites Sentinelle. Au début, ils s'attendaient à ce qu'on leur donne une incitation monétaire, mais ils ont compris que c'était dans leur intérêt de participer à ces formations et les hôpitaux nous aident pour ces initiatives de renforcement des capacités. Il y a également eu achat des VTM et des écouvillons pour les sites parce que quand il y a rupture, on n'arrive pas à faire les tests. L'OMS a fourni 100, non, 1000 paquets de réactifs de laboratoire et cela a aidé les sites centenaires pour faire le travail de test. Et puis nous avons des réunions de coordination bi-hebdomadaires pour que et les sites sont informés des résultats de ces réunions euh, de coordination et partagent également les pistes de solutions. Nous avons également des réunions départementales en coordination avec les sites et, et nous permet également de faire une sensibilisation et de renforcer les capacités conformément au règlement sanitaire international. Merci beaucoup. Euh, les pays sont tenus de renforcer les capacités. Le Nigeria travaille avec l'OMS et d'autres partenaires pour renforcer ses capacités principales. Voilà donc le résumé des réalisations qui ont été les nôtres. Je n'ai pas tout mentionné compte tenu des contraintes de temps. Merci beaucoup pour la parole et de votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur Zorto, d'avoir respecté les délais impartis. Je voudrais inviter notre collègue à protéger le sondage qui vous est proposé avant de passer aux discussions. Sangha, vous pouvez cliquer sur le lien ou bien scanner le code QR, comme on l'a fait pour le premier sondage.
Sangha, pourriez-vous passer à la question suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il me semble que pratiquement tous les participants ont répondu au sondage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main et nous vous accorderons la parole. Je ne vois aucune main levée ni de questions dans la boîte de questions-réponses. Et nous passerons à présent à l'exposé de Linda qui nous apportera un aperçu de la surveillance respiratoire intégrée dans la région. Et il s'agit d'un domaine important à mesure où nous essayons de renforcer la surveillance et de renforcer les capacités dans la région. Cet exposé, ce webinaire vise également à organiser un webinaire prochainement qui nous permettra de mieux adapter notre soutien. Merci beaucoup, Lionel. Il était en effet très utile d'avoir un meilleur aperçu de la situation dans les pays. Sangha, pourrions-nous avoir la 78e diapo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, je parlerai donc des efforts consentis en ce qui concerne la surveillance intégrée dans la région et tout particulièrement s'agissant des pays qui procèdent à une surveillance intégrée, donc une surveillance sentinelle, et tout particulièrement ceux qui utilisent les outils euh, évoqués. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour l'aperçu des progrès régionaux, nous avons 33 sur 47 États membres de la région Afrique qui ont communiqué des informations à travers FluNet. Et sur ceux-là, 16 ont fait rapport des données à travers FluidNet. Nous avons 12 pays qui ont publié des estimations de la charge euh, de morbidité, dont 7 ont été formés et 3 sont en train de rédiger les manuscrits. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, ils auront finalisé leurs estimations sur la charge de morbidité avec certaines publications. Et cela pour que nous puissions avancer en tant que région en ce qui concerne l'aperçu général de la charge de mobilité, et ce qui avait été identifié comme domaine prioritaire
comme indiqué par Dr. Chamla. Alors, nous avons un pays qui travaille sur la charte de mobilité économique et 8. Et il s'agit là de la fin de ma présentation et je souhaiterais recevoir différents commentaires ou questions. Nous avons déjà dépassé le temps imparti de 10 minutes, mais nous serions ravis d'accorder 1 ou 2 minutes pour toute question ou commentaire de la part des participants. Et n'hésitez pas, encore une fois, à rédiger ou à euh, mettre vos doléances dans la boîte de chat. Alors, je crois que les questions posées dans le chat ont trouvé des réponses. Je ne vois pas de questions en suspens ou sinon, encore une fois,
Si nous avons une question brûlante, veuillez lever votre main, s'il vous plaît. Bien. Merci beaucoup, chers collègues. Nous remercions également les organisateurs, les panélistes, les intervenants des pays ayant partagé un aperçu de leur situation. Nous remercions les participants qui se sont joints à nous et nous nous excusons d'avoir dépassé le temps imparti et nous nous excusons de ne pas avoir pu vous faire parcourir la démonstration de l'outil, mais sachez que tous les supports et présentations vous seront communiqués d'ici quelques jours et à très bientôt. Au revoir.